Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va être peinture. Là aujourd'hui, c'est de la peinture, donc j'espère que ça va vous plaire. Je pense qu'au titre, vous avez deviné un petit peu de quoi il s'agit. Mais avant, petite précision. Cette vidéo, c'est la version courte que j'ai faite pour YouTube, histoire que vous ayez une petite vidéo sympa, histoire que vous ayez un petit peu plus souvent des vidéos sur ma chaîne. Mais c'est une vidéo Patreon à l'origine. J'ai vu pas mal d'artistes faire ça. En fait, ils font des versions longues et beaucoup plus détaillées pour Patreon, mais ils font une version un petit peu plus raccourcie, un petit peu plus condensée pour YouTube. Et ensuite, libre aux gens d'aller s'abonner s'ils veulent. Donc dans mon cas, c'est l'abonnement à 2 €. Donc dès le plus petit abonnement, vous avez accès aux vidéos supplémentaires. Et ça vous permet aussi de voir un petit peu le genre de vidéos auxquelles vous avez droit si jamais vous vous abonnez sur Patreon. Et donc dans la version longue, vous avez un petit peu plus de détails concernant le matériel, le fait que j'ai fait ce challenge. Et vous avez aussi un speed painting en plus, parce que là vous allez avoir un décor, un animal. Et sur Patreon, il y a en plus un nu féminin. Alors c'est pas plus mal qu'il soit pas sur YouTube, parce que vous savez la censure, tout ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que la vidéo est disponible dans son intégralité sur Patreon. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Petit point sur le matériel. J'ai utilisé des cartons toilés comme support. Donc là, on est sur des cartons toilés qui sont un peu plus grands que des A6, mais pas aussi grands que des A5. On est quelque chose entre les deux. Et de l'acrylique, tout simplement. J'ai pas utilisé de matériel particulier en dehors de ces deux choses-là. Et pour les peintures, j'ai utilisé des modèles pour la plupart. Pas pour tous, mais pour la plupart, j'ai pris des modèles, notamment pour les paysages. Ah oui, une petite précision, j'ai laissé la première peinture en temps réel, juste j'ai fait beaucoup de découpage, mais histoire que vous puissiez me voir travailler avec ma vitesse normale. Et par contre pour la suite, j'ai laissé en speed painting. Donc, cette histoire de challenge, comment j'en suis arrivée là? Je ne sais plus si je l'ai dit pour YouTube, mais en tout cas je sais que j'en ai parlé sur Patreon. Un de mes objectifs cette année, ce serait de me remettre de façon professionnelle à la réalisation de toiles, donc de redevenir artiste peintre, mais de viser le professionnel, c'est-à-dire ne pas juste rester un amateur. L'idée ce serait de faire des expositions à l'avenir, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, et évidemment de vendre mes toiles en tant qu'originaux. J'ai racheté beaucoup de matériel pour ça, et ma foi, j'avais un petit peu le besoin de justifier tous les coûts que ça a engendré. Je suppose que vous savez, il y a ce truc psychologique de dire ok, là j'ai dépensé beaucoup d'argent, maintenant il faut utiliser le matériel. Alors bon, c'est jamais un problème pour moi d'utiliser le matériel, mais c'est vrai que là en plus je me suis mis une espèce de pression. Je sais pas trop, mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, avant d'attaquer le travail sur toile avec la peinture qui coûte bien cher, vous savez, tout ce qui est professionnel c'est forcément un petit peu plus cher, je me suis dit ça serait bien quand même que tu te réexerces vraiment et que tu fasses une certaine quantité de peinture pour un petit peu te remettre vraiment dans une mécanique, reprendre des habitudes, te réhabituer à la peinture, etc. Pour le matériel, j'ai très vite décidé d'utiliser mon matériel de qualité étude pour épargner mon matériel de qualité professionnelle. Vous allez voir dans la prochaine vidéo que j'ai racheté de la peinture de très bonne qualité et ça a un certain coût, sans compter les toiles qui elles-mêmes sont vraiment chères au niveau support. Donc tout ça, on l'épargne pour les toiles vraiment abouties, le vrai travail professionnel. Et donc on utilise son matériel de qualité étude parce que ma foi, c'est à ça que ça sert. En plus, même la qualité étude, si vous prenez des marques, vous ne prenez pas des trucs premier prix, vous prenez des marques comme par exemple la fameuse Amsterdam qu'on a testé ensemble sur cette chaîne, ça reste quand même de la très bonne peinture et on peut parfaitement faire ce qu'on a prévu de faire avec, donc aucun souci. Et donc au niveau des supports, j'ai opté pour des cartons toilés. En plus là c'est des petits formats donc c'est pas trop cher, c'est évidemment beaucoup moins cher que les toiles. Ça reste plus cher que le papier qui imite l'effet toile, mais j'avais pas envie de travailler sur du papier, j'avais vraiment envie de travailler sur des petites pièces individuelles. Au début, il n'était pas question d'un challenge, j'ai juste fait une toile. Alors c'est un carton toilé de la même marque, Arteza, mais le format supérieur à celui-ci. On est sur à peu près 2 fois plus grand que le format que j'ai utilisé après pour le challenge, donc à peu près 2 fois plus grand que le format que vous me voyez utiliser là. Et du coup, ma foi, même si j'ai bien aimé le résultat, puisque c'est une galaxie et je trouve qu'elle rend plutôt pas mal,
ça a été quand même un petit peu long. Ça a été un petit peu long parce que déjà j'ai utilisé des techniques de glacis pour faire les différentes couches et les différentes profondeurs. Donc ça c'était très intéressant puisque vous vous souvenez la dernière fois j'avais acheté ce fameux produit, du coup je l'ai testé, enfin bref, c'était plutôt cool, mais c'était assez long. Et en plus de ça, plus le format est grand, plus il y a de surface à couvrir et plus on a tendance à vouloir mettre des détails. Au lieu d'aller à l'essentiel, on a tendance à vouloir mettre des détails puisqu'on a la place vu que c'est grand. Bref, donc je me suis dit, ok, tu vas pas continuer sur ce format-là parce que ça va pas aller. Et j'ai pris la taille en dessous, puisque j'avais ces petits formats. Et je me suis rendu compte que là, par contre, pour en faire un, il me faut grosso modo entre 1 heure et 1 heure et demie. Ces petits formats, j'en avais un peu moins d'une vingtaine. Du coup, je me suis dit, bah ok, tu vas en faire 15. Voilà, ni plus ni moins. Tu t'imposes ce chiffre-là. Et puis comme 1 heure et demie, c'est jouable à caser dans une journée, il y a moyen, et bah tu vas faire ça pendant 15 jours, voilà, tu t'en fais une tous les jours, tu vas chercher des modèles, des choses qui t'inspirent, et tu fais ça tous les jours. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je dirais que le plus difficile, ça a été de réussir à caser cette heure et demie de travail pendant la journée, c'est-à-dire pendant que je bénéficiais de la lumière naturelle du soleil, parce qu'en plein hiver déjà, c'est un petit peu limité comme temps. Et en plus de ça, on a simplement d'autres choses à faire pendant la journée, donc bon, c'était pas évident. Il y en a quand même un certain nombre que j'ai dû faire à la lumière artificielle. Alors le problème de la lumière artificielle, c'est que très souvent, cette lumière, elle est teintée, elle n'est pas neutre. Et du coup, ça modifie la perception des couleurs. Donc on va choisir des couleurs et en fait, c'est pas les bonnes couleurs. On va pas prendre le bon bleu. Nous, on va avoir l'impression que c'est le bon, mais en fait, ça va pas être le bon. Ça peut être bien dans ce cas-là de bien connaître ses couleurs. Moi, en l'occurrence, je me suis pas trop laissée duper parce que je sais très bien quelle couleur est le bleu cyan, je sais très bien quelle couleur est le vert phthalo, etc. Donc je savais que même si ça me paraissait un petit peu différent de visu, je sais dans ma tête à quoi ressemble la couleur. Donc ça va, je m'en suis plutôt bien sortie, mais si vous avez du mal avec la perception des couleurs, ou si vous avez du mal à visualiser les couleurs dans votre esprit, attendez de travailler à la lumière naturelle, vraiment. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des choses un petit peu funky. Mais bon, après tout, là, quoi qu'il en soit, on était sur des études, donc c'était pas très grave si les couleurs étaient pas bonnes. De toute façon, je fais pas du réalisme, je fais du semi-réalisme. Et tout l'intérêt de cet exercice, c'était d'apprendre à simplifier et à interpréter les formes et les couleurs. Donc, quoi qu'il en soit, le but, c'était pas de coller vraiment exactement à la réalité. Réussir à simplifier les formes et les couleurs pour un petit peu les rendre sous forme de blocs, plutôt que de rentrer dans les petits détails de chaque petite feuille ou de chaque petit brin d'herbe ou de chaque petite courbe du nuage. C'est un exercice qui peut être un petit peu difficile, mais la bonne astuce pour ça, au-delà du fait qu'on va travailler sur un petit format, c'est qu'on va éviter de mettre les images qui nous servent de modèle en grand. On va plutôt les mettre en assez petit sur son écran. On va pas les afficher en trop grand parce que plus c'est petit et moins on a de perception réellement des détails et du coup on va voir l'essentiel, notamment au niveau des contrastes, etc. On va se contenter de l'essentiel et on va partir beaucoup moins dans les détails, on va beaucoup moins être, vous savez, être un petit peu dispersé, être un petit peu perturbé, déconcentré par tous les petits détails qu'on va voir, la petite fleur sur le côté, le petit bout de caillou. Non, là, quand l'image elle est petite, vous voyez plus trop tous ces petits détails-là et du coup, vous n'allez pas les représenter. Après, vraiment, si vous souhaitez, vous pouvez agrandir l'image et revenir sur des détails. Mais c'est mieux de travailler sur une base qui est petite et ensuite de rajouter des détails. D'ailleurs, j'ai même vu des gens, et ma foi, c'est pas bête comme idée, quand ils prennent des modèles comme ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur un logiciel de dessin, du genre Photoshop, mais même avec d'autres, ça fonctionne, et ils utilisent des filtres qui vont modifier, qui vont simplifier les formes en accentuant les contrastes, etc. Et ça, de fait, ça élimine un petit peu tous les détails superflus. Donc, par exemple, sur un visage, ça va éliminer, je sais pas, toutes les petites mèches de cheveux une à une. Ça va plutôt faire des blocs un petit peu plus unis. Ça va enlever chaque petite forme ou chaque petite ride, chaque petit poil de barbe ou je ne sais quoi qui peut vous perturber. Et ça va donner quelque chose d'un petit peu plus unifié. Et ça vous donne une bonne base pour poser vos premières couches de couleurs. Après, comme je le disais, libre à vous de venir rajouter des détails. Mais en tout cas, vous avez la simplification et ça vous permet d'être beaucoup plus efficace. Simplifier les formes et les couleurs en essayant d'éliminer les détails superflus, ça a été la première part de cet exercice. Autre chose que j'ai appris,
c'est aussi de toujours travailler en mettant un fond, réellement un fond, une première couche qui va être un petit peu plus au niveau d'une texture de la vie, c'est-à-dire de la peinture assez diluée, vous mettez de l'eau dans votre acrylique et hop, vous badigeonnez, et après vous revenez par-dessus. C'est bien de faire ça parce que, alors je ne l'ai pas fait sur tout, hein, mais au fur et à mesure, plus je suis avancée et plus je l'ai fait, parce que ça va permettre d'avoir une première couche qui fait que déjà, si votre peinture elle accroche pas parfaitement dans tous les petits recoins de la toile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain relief, donc des fois la peinture elle se met pas partout et on s'en rend pas forcément compte. Donc déjà s'il y a une première couche, ça va aider à éviter ça. Et aussi, quand vous allez rajouter les couches par-dessus, la couche du dessous va ressortir à certains moments et ça peut faire des effets très sympas. Donc je vous conseille de faire ça si vous travaillez à l'acrylique, de mettre une première couche un petit peu plus diluée, ou pas hein, d'ailleurs, si vous avez envie de mettre une couche bien pâteuse, vous faites comme vous voulez. Mais l'idée c'est qu'il y ait une première couche de fond et après vous travaillez, vous laissez pas la toile toute blanche. En gros, c'est ça l'idée. Et même, astuce qu'on utilise pas mal chez les peintres, c'est de mettre cette première couche de peinture d'une couleur complémentaire à celle que vous allez utiliser, en tout cas en dominante. Donc par exemple, si la dominante de votre peinture, ça va être du orange, vous allez faire un fond, première couche de peinture bleue. Même si après vous la recouvrez, ça va permettre que le orange ressorte d'autant plus, parce que le orange et le bleu sont des couleurs complémentaires. Bon, ça, vous allez potasser un petit peu votre théorie des couleurs et vous trouverez sans difficulté quelles sont les couleurs complémentaires les unes des autres. Et ça vous permet de mieux choisir un petit peu vos couleurs et d'avoir certains effets. Sur ce, je vais vous montrer un petit peu les toiles que j'ai réalisées. Donc là, je vais vous en montrer juste quelques-unes. Pour voir l'intégralité des 15, il faudra aller sur la vidéo Patreon. Donc, on y va. Premier décor, je dois dire que j'en suis assez contente et du coup ça m'a pas mal motivée pour la suite, ça m'a donné un petit coup d'entrain. Je pense que si je l'avais foiré, j'aurais eu peut-être une motivation différente, mais en l'occurrence je trouve qu'il est pas trop mal. En même temps, j'ai pas choisi un sujet très difficile parce que il n'y a pas beaucoup de détails au niveau des structures. On voit un peu les arbustes au premier plan, on voit la montagne au loin, bon, sinon on a un énorme ciel et un énorme plan d'eau. Et ma foi, petite astuce pour ceux d'entre vous qui sont un peu intimidés par les décors, les plans d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est ultra facile à faire. En gros, vous reprenez les couleurs des choses qui sont au-dessus, donc là en l'occurrence on voit que c'est les couleurs du ciel, et vous les faites à l'identique, en fait vous faites un effet miroir, tout simplement. Alors là, d'après même la photo, on voyait pas vraiment le nuage et les montagnes etc. se refléter dans l'eau, mais on retrouve les couleurs. Donc vous voyez que l'eau, elle a quasiment pas de bleu. Alors elle aurait pu, hein, parce que le ciel est bleu, donc il aurait dû se refléter. Mais juste d'avoir mis les couleurs du nuage, on comprend très bien que c'est un plan d'eau. Et ma foi, ça rend assez bien. Le nuage aussi, parce que ce qui est vachement bien avec le ciel, c'est qu'on peut mettre un peu des couleurs un peu fantaisistes. Là, vous voyez, il y a du orange, il y a du pêche, là, du saumon. Vous savez, cette couleur entre le rose et le orange. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a du blanc, il y a du jaune. Et ma foi, d'une façon ou d'une autre, ça rend cohérent. Donc vraiment, si vous voulez un petit peu vous lancer dans des décors, mais que vous avez peur, il faut pas. Hein. Vous allez voir que les plans d'eau, j'en ai fait sur pas mal de peintures et c'est toujours assez facile. Il suffit de faire le reflet miroir de ce qu'il y a au-dessus et ça marche. Même si vous ne mettez pas une seule goutte de bleu, vous allez voir que ça marche et vous allez le voir notamment avec la seconde peinture. Regardez-moi ce petit chef-d'œuvre d'impressionnisme. Non, vraiment, on dirait que j'ai voulu me la jouer impressionniste, mais même pas. Hein. J'ai juste essayé de simplifier les formes. Donc là, c'était un saule pleureur au milieu d'une forêt. On voyait un petit peu le ciel. Donc j'ai commencé par faire le ciel. Et après, je suis revenue dessus. J'ai fait les arbres du fond, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours pris soin au niveau de la limite entre le sol et le plan d'eau de faire un effet miroir. C'est-à-dire que quand je mettais une couleur ou une branche ou je sais pas quoi en haut, je faisais la même chose en effet miroir en bas pour donner cette impression de reflet dans l'eau. Et vous voyez, il n'y a pas de bleu, j'ai juste reproduit en fait. Alors pour l'eau, c'est assez simple. S'il y a du vent et donc qu'il y a des mouvements de vagues, ça va être un petit peu distordu. Par contre, si l'eau est parfaitement calme, ça va être un miroir absolu. Sauf si l'eau est vraiment, si c'est un plan d'eau vraiment
très fin. Là, on va voir les rochers en dessous, on va voir la vase, etc. Donc là, effectivement, l'eau va être tellement transparente qu'on va voir le sol, ce qui est en dessous. Mais pour les plans d'eau, on va dire un petit peu plus importants, et c'est en général ce qu'on voit, notamment dans la mer ou sur les lacs, et ben ça va refléter ce qui est au-dessus. Donc si vous avez un arbre au-dessus, ben, vous mettez l'arbre dans le reflet de l'eau tout simplement. Et ça marche, ça fait de l'eau. Votre cerveau, il interprète, il sait très bien ce que c'est, et voilà. On enchaîne avec un décor qui là pour le coup joue beaucoup plus sur les différents plans. Donc il y a la montagne tout au fond, sur lequel j'ai essayé de rendre un effet un peu... vous savez, les choses, plus elles sont loin, plus les couleurs sont froides, et plus elles deviennent ternes, voire elles s'effacent. Plus on descend vers le pied de la montagne, et plus on voit que ça blanchit, en quelque sorte. Et puis évidemment, avec les fleurs, ça c'était aussi quelque chose d'un petit peu particulier. Fallait rendre le champ de fleurs, mais plus on s'éloigne, et moins on va mettre de détails, plus ça va être des espèces de grosses plaques de couleurs. Et plus on s'approche du spectateur, et plus on va commencer à mettre des petits détails, des tiges, etc. Ça, c'était un petit peu le challenge de cette peinture-là. Évidemment, il y a l'arbre en plein milieu qui fait un petit effet de composition et qui permet un petit peu de détourner l'attention. Et ça paye pas de mine, hein, parce qu'au début, quand on le fait, on a l'impression qu'on est en train de faire n'importe quoi. Et finalement, petit à petit, ça prend forme. Celle-ci, c'est une de celles qui m'a demandé le plus de temps, notamment parce qu'il y avait ces effets un petit peu de distance à pratiquer. Par exemple, je me suis rendu compte que la montagne était beaucoup trop présente. Elle paraissait pas suffisamment dans le lointain, donc j'ai rajouté du blanc pour que ça soit un petit peu plus lointain, etc. Mais voilà, au fur et à mesure, il faut faire confiance au process et ça finit par aboutir à quelque chose. J'ai fait quelques corrections, mais pas trop, parce que c'était une étude et qu'il faut savoir aussi accepter un petit peu les erreurs qu'on a faites. Parfois, c'est plus intelligent de ne pas se corriger, mais de garder en tête l'erreur qu'on a faite et de se dire, ok, pour la prochaine, je ferai plus attention. Parce que retravailler à l'infini quelque chose qui est censé être une étude, c'est contre-productif, parce que le principe d'une étude, c'est que tu passes pas 1000 ans dessus. Donc voilà. Si vous vous rendez compte que vous faites des erreurs, là notamment j'avais fait la pente beaucoup plus raide que ce qui est là, donc je l'ai quand même un petit peu corrigé, mais pas trop, parce que j'avais pas envie non plus de recommencer toute la peinture. Mais j'avais fait la pente beaucoup trop raide. Et des fois, quand on fait des erreurs comme ça, il vaut mieux simplement... on finit sa toile, c'est bien de toujours aller jusqu'au bout quand même, mais vous gardez en tête l'erreur que vous avez faite et vous essayez de ne pas la recommencer la fois d'après. Petite étude de rendu d'eau. Alors, j'ai réalisé assez rapidement cette image-là, mais je dois dire que ce qui m'a fait le plus galérer, c'est pas du tout l'eau, hein, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ça a été l'espèce de roche, parce que c'est une roche un petit peu bizarre, un petit peu, ça fait très escarpé, grisâtre, avec des strates. On voit, tantôt c'est du blanc, tantôt c'est du gris, tantôt c'est du noir. Ça ressemble un petit peu à de l'ardoise. Je sais pas trop ce que c'est comme pierre, mais enfin bref, c'est tellement particulier comme rendu que j'ai eu l'impression quand je la peignais que ça ressemblait pas du tout à de la pierre. Mais après je me suis dit, écoute, encore une fois c'est une étude, tu fais comme tu fais et puis c'est tout. Donc voilà le résultat final. Le plus important ça reste quand même l'eau, donc l'eau, ma foi, j'en suis satisfaite. Et c'était beaucoup plus facile à faire qu'il n'y paraît. J'avais déjà fait quelques toiles à ce moment-là, donc j'ai pas eu trop de soucis à simplifier. Encore une fois, l'astuce c'est de ne pas se laisser perturber par les détails. Les petites éclaboussures, les petits reflets blancs, etc. Là où il y a la petite cascade qui tombe. Tout ça, je l'ai fait tout à la fin. D'abord, j'ai fait tout le fond en turquoise. Puis après, j'ai mis quelques nuances. Et je me suis rendu compte que ça commençait déjà à faire l'effet un petit peu de l'eau, des vagues de l'eau qui circulent. Et puis après, j'ai rajouté juste des zones avec un petit peu plus de peinture claire, histoire qu'on voit quand même qu'il y a un mouvement de l'eau. Et la cascade, j'ai juste rajouté les petits effets d'éclaboussure. Et voilà, roule ma poule, c'était fait. C'est pas ma peinture préférée de toutes celles que j'ai fait parce que ça reste moins impressionnant et moins, on va dire, moins esthétique que les décors. Mais ma foi, c'était une petite étude sympa à faire et je suis assez contente de l'avoir fait parce que c'est vraiment le genre de choses que je ne fais jamais. Étudier comme ça des matières en particulier, genre là, l'eau, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je vais le faire uniquement si j'en ai besoin pour une illustration précise. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est vraiment pas quelque chose que je vais me donner la peine de travailler. Ensuite, on revient sur un décor beaucoup plus panoramique dans le lointain. Donc là, on est très reculé par rapport à la scène. Et c'est juste des vallons, des vallées, des petites collines.
Ce que j'aimais beaucoup dans cette image, c'était le contraste du ciel très gris, un petit peu orageux, mais en même temps, il y a un petit point d'éclaircie, ça donne quelques couleurs chaudes dans le ciel. Et le fait que ça tombe vraiment, ça tombait vraiment sur les collines, je pense que ça doit être quelque part en Écosse ou dans ces pays-là où il y a toujours des contrastes assez incroyables entre l'herbe qui est hyper verte, hyper saturée, et le ciel qui est toujours un petit peu de mauvaise humeur, toujours dans les tons gris, etc. Et j'aimais beaucoup cet effet des nuages qui tombaient carrément sur le décor. On voit pas vraiment où commence le ciel, où commencent les montagnes, enfin les collines et tout. Et il n'y avait pas particulièrement de détails. Je crois qu'à un moment donné, il y avait une petite maison ou je sais pas quoi, mais pour le coup, j'ai décidé de pas la faire. J'ai simplement fait les différentes couches d'herbe, et puis ça suffit à donner un petit peu la forme du décor. Et comme je vous le disais, le but c'était de simplifier et d'être capable de percevoir les couleurs. Là notamment, je me suis rendu compte, mais après pas mal d'observations, quand même, plutôt quand j'étais sur la fin, que par-ci par-là, il y avait un petit peu des touches d'ocre, donc un petit peu dans le ciel, et aussi un petit peu là où il y avait le vert. Alors là où il y a l'herbe, ça paraît un petit peu plus normal, puisque la terre, de temps en temps, elle transparaît à travers les zones où c'est un petit peu moins dense en feuillage, etc. Et bah la terre c'est marron, donc en général ça ressort un petit peu. Mais dans les nuages, c'était ma foi déjà un peu plus inhabituel. Ou peut-être qu'il n'y a pas du tout d'ocre, que c'est moi qui l'ai interprété comme ça, j'en sais rien, mais peu importe. Toujours est-il que donc ça a donné ce petit décor très écossais. Et pour finir, un coucher de soleil sur le bord de la plage. Alors ça, c'est vraiment le genre d'image, si vous avez envie de vous éclater au niveau des couleurs, vous trouverez pas plus fun que les couchers de soleil. Et encore celui-ci, il reste dans un peu des genres de camailleux, puisqu'on est sur du violet légèrement rose et bleu. Ça va, mais alors des fois vous tombez sur des tweets, c'est orange fluo, rouge, rose, enfin bref. Vraiment, il y a moyen de se lâcher. Moi, je suis restée sur une image assez sobre. Mais quand même, il y a, vous voyez, le sable, il a pris cette teinte un petit peu violacée. Et puis, il y a ce soleil qui a son petit côté orange qui se reflète en ligne droite sur l'océan. Et ça, c'est vraiment très cool. L'océan, c'est pas si difficile à faire que ça. On a l'impression qu'il y a beaucoup de travail et tout. Mais en fait, non, c'est juste des lignes qu'on va superposer. Et plus on va vers le fond, et plus on est sur des couleurs un petit peu ternes, et plus on se rapproche, et plus on va mettre des couches claires, jusqu'au moment où c'est carrément la plage, et puis voilà. Donc c'est pas si complexe que ça à faire, si ça vous intimide, vous inquiétez pas, il suffit en fait, encore une fois, de pas se laisser berner par les détails, et de prendre un petit peu de recul, et de se rendre compte qu'en fait c'est juste des superpositions de lames de couleurs. Et après évidemment vous allez rajouter quelques détails, moi j'ai rajouté un petit peu d'écume, voilà, des petites touches de blanc, et ça suffit pour que le cerveau il comprenne parfaitement ce qu'il est en train de regarder. Donc, vraiment, vous ne laissez pas intimider par les décors parce que c'est pas forcément ceux qui ont l'air le plus impressionnants qui sont les plus difficiles. Voilà, je m'arrête là. Je vais quand même vous dire juste un petit mot vite fait sur les deux peintures que vous avez vues en speed painting. La première, c'est un des très rares décors où on voit transparaître une construction humaine. Sinon, clairement, sur quasiment toutes, c'est vraiment que de la nature. J'ai pas mis de choses qui sont construites de la main de l'homme. Et le renard, c'est le seul animal que j'ai fait. J'ai fait 2 personnages et un animal, et tout le reste c'est des décors. Donc les 12 autres peintures c'est des décors. Mais j'avais pas spécialement envie de travailler sur les animaux parce que j'en fais vraiment beaucoup dans mes sketchbooks. Et même si évidemment c'est pas du tout la même chose, l'acrylique et l'aquarelle, bah, c'est pas ce qui me paraît le plus compliqué, les animaux, pour vous dire la vérité. Ou peut-être qu'à un moment donné, je ferai une session spéciale pour des personnages et une session spéciale pour les animaux. Mais là, j'étais beaucoup plus partie dans l'idée des décors parce que c'est un petit peu la chose que j'ai du mal à faire. Même si, en vrai, les décors de nature, ça va. Les ciels, les forêts, les océans, tout ça, c'est plus trop une lacune pour moi. Par contre, les décors urbains, c'est vraiment pas quelque chose pour lequel j'arrive à me motiver. Cela dit, ça me pose pas trop de problème parce qu'en général, les idées d'illustration que j'ai ne sont absolument pas dans des villes. Et probablement que ceci explique cela. Si je faisais beaucoup d'illustrations, si j'étais moi-même dans un imaginaire très urbain, probablement que je ferais beaucoup plus de décors urbains, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Moi, j'ai un imaginaire qui est beaucoup plus dans la nature et dans la fantaisie, donc, ma foi, ça me pose pas trop de problèmes.
Si à un moment j'ai besoin d'être capable de dessiner, de peindre un immeuble ou je ne sais trop quoi, et ben on verra à ce moment-là. En attendant, j'ai pas de raison de faire autre chose que ce que j'aime faire, donc voilà, je m'arrête là pour ce petit challenge. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a diverti. Peut-être même, allez, je suis prétentieuse, que ça vous a donné un petit peu d'inspiration, que ça vous a donné un petit peu de motivation pour vous y mettre vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas fait, ça aide énormément la chaîne. Et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos et que j'ai pu acheter le matériel qui me permet de réaliser ces peintures. Donc, merci infiniment à eux. Et donc, n'oubliez pas que si vous voulez voir la vidéo dans son intégralité, vous pouvez vous aussi aller nous rejoindre dans notre petit club de la forêt enchantée sur Patreon. Merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!